Bonjour, alors je suis ravie d'animer cette table ronde beauté-bien-être, puisque désormais la beauté est totalement associée au bien-être, voire au care, et d'accueillir avec moi donc Marion Louis, qui est rédactrice adjointe beauté, bien-être à Madame Figaro, Sabine Maïda, qui donc a rejoint le M, qui est chef adjointe de la partie style, M Le Monde. Virginie de Tarlet, et merci de nous recevoir d'ailleurs chez toi, qui est rédactrice en chef adjointe beauté de Femmes Actuelles. Bonjour. Bonjour. Et puis Céline Augier, qui est rédactrice en chef de Marie-France. Et Bonjour. Nous avons le plaisir d'avoir en distanciel, mais vous êtes totalement avec nous, donc Aline Perrodin, qui est directrice de la rédaction de Santé Magazine, et on sait à quel point la santé est importante aujourd'hui dans l'univers de la beauté. Et Julie Leloyer, qui est rédactrice en chef de Stylist, on va dire le magazine punk de la beauté. On voulait vraiment commencer cette table ronde pour expliquer un peu l'évolution de la beauté, puisqu'on va voir que finalement, la presse, et j'ai la chance d'avoir des plumes beauté, des historiennes de la beauté, des papesses de la beauté avec moi, finalement, vous n'avez pas attendu pour justement mener cette évolution de la beauté. Je voulais commencer par un édito du Monde qui résume assez bien ce qu'on vit aujourd'hui dans cette crise sanitaire. C'est la beauté différemment. Les expressions plurielles diverses du beau plutôt que la beauté, les beautés comme un remède, le monde change et partout les beautés se font guerrières. Et c'est vrai qu'on est dans une nouvelle écologie de soi, on est dans une société du soin, tout tourne autour du soin et on est dans une forme d'activisme très forte. Et finalement aujourd'hui, il faut s'engager pour engager en fait. Et finalement, c'est une beauté d'engagement militante vers laquelle on va et qui va se tourner aussi vers une forme beaucoup plus inclusive. On voit que les canons de la perfection ne sont plus la seule norme. Et on va aborder tout ensemble, puisque de toute façon, alors je précise que vous le traitez tous déjà dans vos marques, mais on va prendre des angles différents pour justement illustrer ce panorama de la beauté. Et puis bien évidemment, le sujet du moment, on ne peut pas passer à côté, c'est ce qu'on appelle le One Health, c'est-à-dire le respect de l'animal, de l'homme et de l'environnement. Petit clin d'œil, les premiers titres de beauté dans les années 30. Alors là, c'est surprenant puisque le premier numéro de Votre Beauté, qui donc a été lancé par Eugène Schuller de L'Oréal, c'est « Combien devez-vous peser ?» Alors c'est étonnant parce qu'on est aujourd'hui aussi dans un rapport au corps dont on parle de plus en plus. Et Beauté Magazine, figurez-vous, a mis sa première une avec un homme et non pas une femme. Incroyable. J'adore. Alors justement, j'ai presque envie de commencer par ça. Quelle est la place aujourd'hui de l'inclusivité et des hommes aujourd'hui dans vos magazines? Qui veut intervenir? Je crois que effectivement, aujourd'hui, c'est presque plus un sujet en réalité, la place de l'homme dans la beauté aujourd'hui. Je pense et ça l'était il n'y a pas si longtemps encore, je pense. Et finalement, c'est un phénomène qui s'est accéléré en fait ces dernières années, avec effectivement cette idée d'inclusivité. Et l'homme aujourd'hui est je crois que mes consoeurs seront d'accord, je crois que les produits de soins, en tout cas pour les hommes, ne sont plus du tout un... C'est plus genré en fait, non, on le voit sur les parfums, mais maintenant sur les cosmétiques avec Chanel, Givenchy, on est dans un rapport qui n'est presque plus genré de la beauté en fait. Même c'est plus tabou, c'est-à-dire qu'on accepte tout à fait qu'un homme peut accepter et même dire ouvertement que oui, se mettre des crèmes de jour, de nuit, qui va mettre un contour des yeux pour retirer des petites marques de fatigue. Et il n'y a plus du tout cette culpabilisation par rapport à des produits masculins. Donc c'est beaucoup plus affirmé. L'homme est une femme comme les autres dans la beauté. Bon, ça manque un peu d'hommes autour de la table, mais nous sommes un club de femmes en tous les cas. Mais voilà, par exemple, si je montre la couverture de Vogue qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, voilà, la beauté transgenre, comment elle bouleverse le monde. On voit aussi la nomination de Tsunabi chez Coty. Et puis ce rapport à la nature, au bien-être, la nature qui est revenue comme une essentialité aujourd'hui. Et on voit même dans les communications des marques et dans l'expression des marques, cette nature finalement qui est omniprésente. Carrément. Du vert partout. Du vert. Et on en a grandement besoin. Et puis, ces couvertures aussi qui sont très fortes. Sabine, je me retourne vers toi avec effectivement, sois belle et ouvre-la. Donc, ce côté activiste
déjà bien avant cette forme d'activisme qu'on développe, était déjà présente avec cette couverture très impactante ou ce magnifique sujet sur la Black Beauty dans le M1. Oui, parce que je crois que la couverture Choice date d'il y a plus de 4 ans, ce qui paraît quand même assez... à l'époque, on était loin des débats d'aujourd'hui, effectivement, sur le fait que la beauté soit un sujet politique comme un autre, finalement. Et c'est là où finalement on voit que la presse papier, finalement, non seulement elle écrit l'histoire de la beauté, mais elle fait bouger les lignes de la beauté, plus que jamais. Et finalement, j'ai envie de vous dire, les vrais influenceurs, les vraies influenceuses de beauté, c'est vous finalement, sur les papiers longs et puis le décryptage. Et puis ces dernières couvertures, alors là pour le coup on s'engage, vous savez que la Blue Beauty aujourd'hui c'est la nouvelle Green Beauty. C'est plus no impact, c'est good impact. Enfin, c'est plus good impact, c'est no impact. Et là, voilà, cette couverture, ce numéro de Madame Figaro dédié à la planète bleue, ou ce dernier numéro de Elle, là pour le coup, qui est totalement dédié à l'océan. Et on voit aujourd'hui tout l'engagement des marques sur le non-plastique, qui est un sujet extrêmement important dans l'univers de la beauté. Et c'est là où je pense que vous avez un vrai rôle de pédagogie sur le sujet. Comment vous traitez cette partie éducative? Aline, toi qui es sur le sujet du moment, qui est la santé. Oui, en fait, c'est vrai que la beauté bouscule complètement les codes et surtout, comme tu l'as dit, elle réconcilie vraiment la nature et la science et c'est plus une opposition. Et on le voit qu'il y a une forte demande parce que s'il y a un désir toujours d'efficacité de la part des consommatrices, de nos lectrices, il y a aussi un très fort désir de responsabilité et un besoin d'avoir vraiment aujourd'hui maintenant des produits à la fois très efficaces, mais aussi bon pour respectueux de la nature et du bien-être animal. Et donc, on a tout ce travail de pédagogie, d'expliquer les matières premières des différents produits, des marques, leur engagement vis-à-vis leur éthique, vis-à-vis de l'environnement et du bien-être animal. Et ça, c'est une attente très, très forte. On est vraiment dans une nouvelle écologie de soi, mais aussi en lien avec l'environnement. Et ça, c'est fondamental. D'autant qu'on est sur un consommateur qui est de plus en plus expert, parce que on a ça aujourd'hui, on a une expertisation du consommateur qui est très forte. Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, le nouveau contrat de lecture de la beauté, c'est une forme de désirabilité durable ? Tout à fait, c'est une très jolie expression, à la fois plus responsable, plus minimaliste, mais toujours dans le plaisir. Et voilà, c'est de concilier ce qui était a priori impossible il y a quelques années, et aujourd'hui il est tout à fait, avec des produits à la fois très techno et naturels. Et la question de la désirabilité, on sait à quel point c'est important dans la beauté, même si on parle beaucoup de real beauty aujourd'hui, cette beauté beaucoup plus authentique, plus naturelle. Du quotidien. Voilà, exactement. Donc justement, là, le débat d'aujourd'hui, ça va être comment vous, en fait, vous êtes un acteur du changement qui est à la fois responsable et qui s'engage, déjà, on vient de le voir, et qui engage justement vos lectrices finalement dans une narration aujourd'hui qui est totalement omnicanale, puisqu'aujourd'hui, ce sont des grandes marques qui s'expriment sur tous les nouveaux formats. Donc, je pense évidemment au podcast, on en a fait ensemble avec Marion sur la ménopause, sujet tabou, qui a vraiment été un parti pris fort. Donc on peut parler de tous les sujets, on peut aussi les mettre en scène à travers aujourd'hui des live streams de e-consultation, et c'est là où c'est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, vous êtes des marques conversationnelles avec vos publics, en fait, avec tous ces nouveaux formats. On rentre dans une nouvelle ère totale. Oui, absolument. Ça permet effectivement d'avoir des prises de parole variées, différentes, parce que je pense que chaque canal n'induit pas la même chose non plus. Totalement, exactement. Dans la manière d'amener un message. Donc c'est très important, ça a changé beaucoup la donne, je pense, sur la beauté, mais pas seulement d'ailleurs. Il y a un vrai travail pour vous de curation et de mise en scène d'ailleurs des sujets. Je crois que l'écrit, surtout, ne doit pas courir après le digital. Et quand tu parlais d'un contrat de progrès, il y a aussi tout un contrat de confiance à rétablir avec la lectrice. Exactement. Et c'est vrai, c'est de travailler travailler dans l'urgence et l'actu sur une autre temporalité, en fait, sur le long terme. Et
plus que du militantisme, en tout cas en ce qui nous concerne, hein, c'est plus de l'inspiration, de l'influence, de l'éducation, de les prendre par la main, exactement. Et finalement, on donne vie à la beauté du quotidien. Et ça, C'est c'est ça. hyper important. Exactement. Autrefois, c'était dans du papier glacé, dans des belles séances photos, des photoshoots et des natures mortes. Et aujourd'hui, vraiment, effectivement, il y a une vraie conversation, une vraie discussion qui se met en place entre nous tous. Et c'est ça qui est hyper intéressant dans cette nouvelle époque. Mais même, il y a un réel accompagnement, c'est-à-dire que dans la mesure où on a la possibilité de donner l'information à des femmes sur du print, sur du digital, avec des vidéos ou sur les réseaux sociaux, en fait, on peut répondre à chacune de leurs attentes à chacun des moments. C'est-à-dire que si elles ont un questionnement à un moment donné, voilà, elles sont dans un magasin, elles ont envie de s'acheter une crème, c'est évident qu'elles ne vont pas trimballer 5 magazines avec elles, mais par contre, elles ont leur smartphone, elles vont pouvoir aller voir sur le site d'un magazine qu'elles ont l'habitude de consulter, ou aller voir une appli, ou aller voir quelqu'un qui représente l'influence pour elles. Et donc on est arrivé à les accompagner à chacun des moments de leur vie quand elles ont des questionnements. Et c'est encore plus prégnant maintenant qu'on est vraiment sur un souhait de naturalité pour soi, pour les autres, et il y a un réel engagement éco-responsable de la part des consommatrices qui sont nos lectrices, mais aussi des marques et aussi de nous en tant que journalistes. Et je dirais également que ces canaux ont permis aussi aux marques de fonctionner différemment, avec une Exactement. réactivité qui a rebattu complètement les cartes. On l'a vu avec des marques qui ont pu sortir ces dernières années et qui du coup sont en connexion quasiment permanente en fait avec leur communauté, avec leur public. Oui, c'est de la co-création. Pour réagir en fait. C'est de la co-création, exactement, tout à fait. Pratiquement en temps réel. Oui, en réalité, les consommatrices aujourd'hui, effectivement, les femmes sont vraiment actrices finalement des produits qu'elles utilisent, alors qu'autrefois, il y avait quelque part une injonction des marques qui était tel fond de teint, telle crème. C'est vrai, tel soin. c'est tout à fait Et vrai. aujourd'hui, cet échange est quand même, je trouve, très riche, très intéressant dans cette notion toujours d'inclusivité. Mais surtout, je pense que la presse féminine a construit les vraies communautés beauté, celles qui sont effectivement dans un tiers de confiance, qui vous suivent depuis longtemps. Vous les avez, elles ont grandi avec vous. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'ère communautaire. On a même des influenceuses aujourd'hui qui créent des marques de beauté. Alors, personne ne s'interroge sur la traçabilité de leurs produits parce qu'il y a un effet de mode très fort. Et vous aidez à décrypter finalement justement tous ces courants-là. Et on est dans cette nouvelle forme de beauté qui est une beauté à l'ère du New Age, c'est-à-dire beaucoup plus holistique, qui intègre la notion d'environnement, qui intègre aussi cette notion très importante aujourd'hui qui est la santé mentale, qui va devenir la priorité numéro 1. Et on parle même aujourd'hui d'elevated beauty, c'est-à-dire effectivement cette beauté qui mixe à la fois le spirituel et puis l'âme, tout simplement. C'est aussi, et quand on voit le boom des applis de méditation, je pense à Calm en France, c'est la 12e appli sur la santé. Donc l'appli Calm, c'est absolument incroyable. Donc et justement, Sabine, donc c'est vrai que les marques de beauté deviennent de plus en plus lifestyle. Ton dernier numéro de Aime le Monde, justement, a pris le sujet de la santé mentale. J'aimerais bien que tu nous parles de la démarche que tu as entreprise justement sur ton dernier spécial beauté. En fait, ce sujet, effectivement, sur la santé mentale est venu d'un constat qui est que les marques américaines, en effet, s'engagent énormément auprès, effectivement, de cette cause de la santé mentale qui est devenue un petit peu je vais le dire comme ça, mais le nouveau sida, disons que il y a 20 ans, c'était vraiment très important. Il y avait une urgence absolue sur cette maladie qui aujourd'hui est devenue, et c'est d'ailleurs l'une des marques qui était, en tout cas l'un des patrons chez Lauder, un ancien patron de MAC qui est le patron actuel de Joe Malone, en fait, qui nous expliquait que, donc MAC étant une marque qui est historiquement très, très engagée auprès du sida, et qui nous expliquait que le sida était considéré aujourd'hui dans la majeure partie du globe comme une maladie en fait quasiment chronique qui se soigne, alors que les problèmes les maladies mentales aujourd'hui elles conduisent au suicide, souvent des jeunes gens, et que du coup il y avait une urgence absolue en fait pour ces marques de beauté qui parlent aux jeunes, de s'engager dans cette cause-là. Oui, à travers des donations, à travers un soutien, à travers des témoignages, comme Rare Beauty, où elle parle de sa bipolarité. Absolument. Donc on a ce côté où j'assume qui je suis, qui est aussi très nouveau, quoi. Absolument. Je parle de mes défauts, je parle de ma maladie,
Et effectivement, j'assume en fait. Je me mets à nu. Voilà, je me mets à nu, ouais, tout bien à sûr. fait. Ouais. Il y a un côté. Et puis, il y a la dimension également réseaux sociaux, où c'est intéressant parce que finalement, c'est ces réseaux sociaux qui ont pu, auprès des très jeunes, accélérer ce principe de mal-être, parce qu'effectivement, de par la comparaison, une forme d'addiction, etc., aux réseaux sociaux, qui du coup a un peu accéléré les choses. Et en même temps, les marques ont besoin de ces réseaux sociaux, communiquent beaucoup aussi auprès de leur clientèle sur les réseaux sociaux. Donc du coup, c'est une façon finalement de traiter presque le mal par le mal, en s'emparant des réseaux sociaux pour communiquer justement auprès de ces jeunes sur ces maladies mentales et la manière dont on peut les éradiquer ou du moins calmer les choses en tout cas. Et toi, sur cette table ronde, finalement, tu es peut-être la plus différente sur ton approche de la beauté. Je pense aussi au papier que tu as fait sur les parfums, sur ce retour de la vague hygiéniste. Donc, moins de produits que dans les autres féminins, ou une approche en tous les cas. Comment tu la qualifierais ton approche éditoriale? Est-ce que c'est sociétal? Est-ce que c'est c'est sociétal, c'est presque politique. Ouais. Et effectivement, mais je pense que la beauté est politique, comme les sujets aujourd'hui sont, les sujets de consommation en tout cas sont des sujets politiques. Ensuite, il y a effectivement M et le magazine du Monde, qui est un quotidien historiquement très lié effectivement à l'actualité, à la société, à la politique. Et effectivement, depuis très longtemps, le traitement de la beauté dans M est un traitement qui se veut un traitement sociétal. Et effectivement, dans ce dernier spécial beauté, l'idée c'était, on a mis effectivement la lumière sur cette histoire de marques engagées auprès de la santé mentale, également sur la manière dont les maisons de parfums aujourd'hui travaillaient justement la création de leur jus et de leur fragrance, et parce qu'effectivement dans un moment et là aussi le où on vit discours des marques change en termes pour le coup. Et ça, puis ça me paraît quand Ouais. même évident qu'il faut en parler, puisque les gens perdent l'odorat et en même temps on est sur un marché en France et dans le monde entier qui est quand même un marché très important. C'est aussi un sujet pour Aline d'ailleurs, ce sujet-là. Vraiment important, c'est qu'il y a une demande des lectrices aussi de comprendre, et c'est ce qu'on essaie de faire, d'être pédagogue, c'est-à-dire que de comprendre en quoi, par exemple, le fait de s'appliquer des produits de beauté, ça peut changer notre humeur, toute la sensorialité des produits sur la peau, comment ça impacte aussi notre humeur. Il y a des études qui le montrent, et ça, on essaie d'expliquer de façon scientifique avec des experts que c'est pas uniquement des 20 mots, de la communication, que le fait d'utiliser des produits de beauté sur soi n'est pas du tout anodin et agit, qu'il y a vraiment un échange entre corps et esprit. Et Aline, tu parles des scientifiques, mais moi je trouve qu'il y a aussi un vrai retour du médecin. C'est-à-dire qu'on voit toutes ces marques qu'on appelle les marques indies. En fait, c'est toutes des docteurs brand, elles affichent des clinicals, donc clean et clinique. Donc c'est étonnant de voir le retour aussi du médecin, même dans le marketing aujourd'hui des produits qui est porté. Donc c'est vrai que c'est d'ailleurs dans cette idée. Donc là, il y a un très beau lancement de Marie-France qui va partir du digital du coup. Sauf que nous, au départ, Marie-France, on avait vraiment envie de se différencier un petit peu des autres. Et donc, on s'est dit, tiens, et si on se mettait sur le bien-être? Donc, quelque part, on a été un petit peu avant-gardiste. Je nous jette quelques Donc, nous, on s'est positionné sur le bien-être il y a un moment déjà. Donc, on l'a décliné sous divers événements, le Grand Prix du bien-être, les Positive Days, etc. Et là, récemment, on s'est jeté dans le grand bain et puis on a mis en orbite une plateforme qu'on a appelée Belle et Positive. Et le positive, il est hyper important parce que justement, l'idée... Et tu l'aurais appelé comme ça s'il n'y avait pas eu la crise sanitaire? Peut-être pas, voilà. Je pense que ce contexte, justement, a vraiment décidé... On avait besoin de ça. On avait besoin d'être positif, d'être optimiste. Donc, il n'y a aucune mauvaise nouvelle dans ce... Non. Et en même temps, c'est audacieux, mais parce que positif dans un contexte de Covid, exactement. C'est deux façons de voir les choses. On a osé. C'est le positivisme qui a aussi bien préparé le terrain. C'est vrai. Et donc, du coup, cette plateforme, en plus, on y a mis tout notre cœur parce que c'est vraiment du contenu 100%. Il n'y a pas de publicité. C'est vraiment, il y a un ton bienveillant. Et quand tu dis il n'y a pas de publicité, c'est qu'il n'y aura pas de publicité. Il n'y aura pas de publicité. Voilà. Là, pour l'instant, le modèle, c'est vraiment audacieux pour le coup. Exactement. C'est édito first, c'est priorité à la qualité.
Donc on a des papiers au long, fouillés, on a des enquêtes, on a des interviews, on a des vidéos, on a des podcasts. Donc on est vraiment priorité à l'éditorial. C'est une sorte de coach positif de Finalement, la beauté. c'est un Alors peu il y a, ça, il y a sauf une que forme de coaching au quotidien en fait. C'est ça, sauf qu'on n'a pas vraiment de programme, mais ça c'est peut-être à développer par la suite, hein, des programmes pour atteindre le bonheur. Enfin, il y a des tas de choses qu'on peut imaginer. Donc évidemment, on est quand même accompagné par des partenaires parce qu'il faut quand même qu'on arrive à faire vivre cette plateforme. Mais si vous voulez, ces partenaires, leurs contenus sont vraiment glissés subrepticement et de façon ultra pertinente dans nos contenus, donc on ne les voit pas. On n'est pas du tout agressé par la publicité et c'est vraiment ce qu'on avait envie, ce dont on avait envie donc, pour cette plateforme. Vraiment, priorité au contenu qualitatif et premium. Voilà. Et donc, comment tu travailles la complémentarité avec le print, justement Justement, on fait des rappels, on fait des clins d'œil, on fait des encadrés, on essaie de créer des débats aussi sur les réseaux de Belle et Positive qui, pour l'instant, sont ceux de Marie-France, parce qu'on ne pouvait pas se permettre de recommencer tout à zéro, mais on est en train d'installer un petit peu ce ton, cette voix sur les réseaux de Marie-France. Et nous, la beauté... Et l'idée, c'est de constituer une communauté, bien évidemment. Exactement, une communauté belle et positive. De belles femmes positives. C'est ça, et je compte sur vous pour rejoindre cette communauté, évidemment. Et nous, sur cette plateforme, la beauté, somme toute, on la traite de façon assez engagée, plutôt green. On a fait un gros dossier là récemment sur la cosmétique solide, sur le CBD évidemment, qui est quand même un peu le sujet du moment. Très lié à la santé mentale d'ailleurs. Exactement, vous voyez, maintenant on en parle en toute tranquillité. Alors, le CBD, c'est le cannabis, je précise. C'est ça. Ceux qui nous entendent, parce qu'avec les masques, en fait, les abréviations, c'est compliqué. C'est vrai, donc le CBD. Et donc, on a envie aussi de créer une nouvelle connexion en rapport à cette plateforme, c'est-à-dire qu'on va créer aussi un événement 100% digital qui va s'appeler les rendez-vous Belle et Positive. Voilà, vous avez effectivement à l'écran. Donc, c'est prévu le 31 mars prochain, ce sera jusqu'au 3 avril, donc notez-le aussi dans vos agendas. Donc là, ce sera des rendez-vous 100% digitaux avec des webinaires, bien sûr, des tutos, des ateliers. Donc le tout pris en main par des experts. Donc là, on est sur une Zoom party beauté, en fait. Un peu, c'est ça. D'accord. Alors il n'y aura pas que de la beauté parce qu'en fait, il y aura 4 entrées, comme les entrées qu'on a sur Belle et Positive. Il y aura bien dans son corps, bien dans sa peau, bien dans son environnement et puis bien dans sa vie, tout simplement. Donc, il va y avoir toutes ces thématiques qu'on va aborder au travers d'influenceurs, d'experts, de journalistes, évidemment. Et ce sera vraiment une zone d'échange, quoi. Donc on a hâte de voir ce que ça va donner, mais on est assez excités par ce projet qu'on trouve chouette. Donc voilà, vous nous direz. Bonne chance en tous les cas, on fera partie des lecteurs. En se repenchant toutes sur justement cet univers beauté, il se trouve qu'il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui deviennent des médias, des marques de beauté qui deviennent des médias à part entière, qui s'éditorialisent, donc qui viennent vraiment d'ailleurs avec... Des talents recrutés, certaines journalistes, et on voit que ces marques deviennent des vrais acteurs sociétaux et culturels. Je pense à la dernière en date, c'est la marque d'Alicia Keys qui s'est lancée sans aucun produit pendant 3 mois. Donc elle a créé une plateforme de soul care, donc d'accompagnement sur le corps, l'esprit, de connexion. Elle a créé une communauté. Elle a créé vraiment une tribune de parole pour des femmes rôle modèles, où je pense évidemment à Glossier qui est partie d'Into the Gloss, de Beauty Therapy qui vient d'être lancée par Absolution. Donc là, on se dit, mais quand est-ce qu'on va avoir une marque de beauté créée par une marque de presse finalement? Non, on pourra aller jusque-là, parce que les influenceuses elles-mêmes lancent des marques de make-up ou de soins. Ou alors, je pense aussi au journal du labo, qui est vraiment... un format journal donné en boutique à l'ensemble de ses clients. Alors finalement, cette partie aussi très culturelle de Madame Figaro, que je connais bien puisque j'ai eu la chance de travailler avec toi, comment tu définirais aujourd'hui l'équation beauté de Madame Figaro, Marion? Mais en fait, est-ce que, comme Sabine disait tout à l'heure, que la beauté est avant tout politique, pour nous, elle est avant tout culturelle, au sens large, parce que la beauté, ça va effectivement de la mode à la santé, en passant du plus superficiel au plus profond. Et nous, on cherche surtout à donner du sens à ce qui se passe. On suit évidemment toutes ces mutations sociétales de très près. On essaie de les décrypter. D'ailleurs, tu as toujours un angle fort sur un sujet que tu vas analyser, décrypter. Des sujets un peu transversaux aussi. On travaille énormément avec les philosophes, avec des psys, avec des sociologues. Il faut essayer d'avoir un éclairage et
parce que la culture aussi, ce sont des gens, c'est de l'histoire, c'est plein d'autres choses. Alors nous, on a un lien tout particulier avec le cinéma, puisque Madame Figaro, c'est le féminin du 7e art. On a depuis 12 ans le prix Beauté Star, où ça 150 actrices et acteurs. Là, on parlait d'humour important aujourd'hui, mais je crois que... Oui. 150 acteurs, actrices et acteurs, parce que les hommes aussi, on aime beaucoup les hommes, à Madame Figaro, votent pour leurs produits de beauté, mais bon, ils s'expriment très régulièrement dans le journal, et c'est vrai que quand, par exemple, je sais pas, Rachida Brakni ou Eric Cantona lancent leurs produits, ils ont une exclusivité un peu chez nous. Mais bon, c'est pas que le cinéma, c'est aussi l'art, parce que bon, la photo aussi a une place très importante. Il y a une grande exigence au niveau de l'écriture, même sur des sujets les plus pratiques, simples. On essaie toujours d'avoir une exigence, parce qu'on a... Mais l'écrit, c'est important, tu as raison d'en parler, parce que je trouve que... Enfin, vous êtes des vraies plumes, en fait, avant tout, en fait. Et c'est ça la différence fondamentale par rapport, justement, aux médias sociaux. Bien sûr. Avant, vous écrivez très bien. Il y a une forme, finalement, de poésie, parfois. Et c'est vrai que, voilà, un article, enfin, beauté en presse beauté, eh bien, voilà, il est vraiment au-dessus, on va dire, du post qui va durer 3 secondes. Ça assoit le sujet. Oui, mais c'est important de le dire, parce que c'est aussi un des sujets. La culture, c'est aussi le divertissement. Donc la légèreté, l'humour, le décalage, ça fait aussi partie de tout ça. Et la culture beauté rejoint les cultures, d'ailleurs, oui, les cultures, pour le coup, des producteurs, puisque aussi, aujourd'hui, on parle aussi de la production, énormément du patrimoine, il y a beaucoup de transmission. Ouais, exactement. D'ailleurs, et on interroge aussi beaucoup le féminin et la féminité en tant que telle, parce que je crois que le regard que les femmes portent sur elles-mêmes a beaucoup changé, sans du tout être militant dans le genre. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est très constructif, en fait, dans l'accompagnement. Aline, tu voulais intervenir ? On interroge vraiment la féminité, mais je trouve aussi qu'on interroge maintenant désormais l'âge, qui est peut-être le dernier des tabous, et que il y a encore, la société est vraiment encore dans une forme il y a de l'agisme, et pour lutter contre ce jeunisme à tout prix, je pense que les féminins sont très très importants, et d'ailleurs changent et montrent des beautés de tout âge, pas seulement des jeunes femmes, mais des femmes plus mûres. En tout cas, on le fait dans Santé Magazine, et on parle peut-être, il n'y a pas que de l'anti-âge, c'est plutôt aussi un accompagnement dans l'âge pour être bien à tout âge, dans sa peau. Et ça, c'est extrêmement important pour changer le regard. Notamment, et les marques, d'ailleurs, maintenant s'y mettent, parce qu'on ne dit plus anti-âge, on dit pro-age. C'est le well-aging. Voilà, c'est la neutralité, la skin neutralité, où on est dans une nouvelle sémantique aussi qui est très forte sur une notion de positivisme et d'acceptation de soi. Et d'ailleurs, moi, ce que j'adore dans vos articles, c'est que justement, vous inventez aussi une nouvelle sémantique qui est aussi suivie par les marques ensuite. Alors, la beauté plus responsable, là, je pense vous y êtes toutes. On va pas se le cacher. C'est clé, évidemment, dans les enjeux. Et là, justement, Aline, tu vas nous expliquer aujourd'hui comment toi, aujourd'hui, tu traites la beauté, sachant qu'on va se dire, on est aujourd'hui dans une nouvelle société du soin à l'ère de l'omni-santé, en fait. Je pense que le prisme de la santé, on le voit aussi, d'ailleurs, donc dans tous les magazines, a pris une place absolument considérable. Dans le care, et d'ailleurs il y a vraiment, donc c'est du soin. Alors évidemment dans Santé Magazine on va vraiment parler de ça, du care, du soin, et moins peut-être de l'aspect politique, ou quoique à travers l'âge on est politique, mais c'est extrêmement important. Mais il faut pas non plus que le care soit culpabilisant, donc on est toujours dans une démarche de solution. Par exemple, on peut aimer le soleil et s'exposer, mais voilà, il faut pas être dans l'interdit. Le care doit aussi laisser une place de plaisir. Donc c'est jouer avec comme ça, c'est toujours a priori contradiction, mais comment ça peut être conciliable, le fait par exemple d'avoir envie de s'exposer et le fait de se protéger en même temps. Donc de donner des solutions, d'être dans le care, mais aussi pas uniquement dans l'injonction. Ça, je crois que c'est extrêmement important d'être dans des solutions aussi positives.
Tout à fait, ta communauté d'experts qui intervient. Alors Virginie, évidemment, Femme Actuelle a pris un vrai virage green également. Oui, enfin, je dirais d'ailleurs Prisma en général, puisque Gala également. Toi, tu es sur Femme Actuelle, mais on aurait pu parler aussi de Gala. De Gala, qui a absolument. clairement... On a des vraies convictions, en fait. Après, la difficulté pour Femme Actuelle, c'était de garder ce côté féminin pratique, qui est notre marque de fabrique. On accompagne les femmes depuis plus de 35 ans et on a un vrai contrat de confiance. Donc c'est vrai que l'idée, c'était de ne pas les culpabiliser, de garder nos convictions. On doit être présente auprès des femmes. Et donc on a mené une étude, c'est la régie PMS Beauty qui a mené une étude au mois de septembre 2020, donc post-premier confinement. Et en fait, il ressortait qu'un Français sur 2 dans cette étude se déclarait acheteur de clean beauty. Donc on voit qu'il y a déjà une prise de conscience énorme et un vrai désir. 68% des sondés achèteraient des cosmétiques bio ou écolo pour prendre soin d'eux et de leur santé. Donc il y a un vrai besoin de produits pour soi. Et ce qui était très intéressant pour nous en tant que marque de presse... Et quel que soit l'âge, c'est-à-dire c'est vraiment un phénomène que vous lisez sur toutes les catégories d'âge. C'est un phénomène global qui va toucher plus particulièrement les plus jeunes, en fait, qui ont déjà cette éducation-là, puisque c'est un mouvement qui arrive depuis plusieurs années. Mais ça touche toutes les femmes dans leur globalité. Ils peuvent jeter les produits des mères d'ailleurs, parfois. Oui, ça sent le vécu. Mais c'est vrai qu'il y a une quête de produits plus green, responsables pour moi, pour mon bien-être, aussi pour la planète. Et en fait, ce qui était intéressant pour nous en tant que marque média, c'est de voir qu'en fait, dans cette étude, il ressortait que 28% des acheteuses de cosméto green se renseignaient dans la presse. Avant tous les autres canaux. Avant tous les autres canaux, avant les forums, les blogs et surtout avant les applis type Yuka ou Clean Beauty dont on a beaucoup entendu parler. Et là qui tombe à 18% étonnamment. Exactement. Et donc pour nous c'était une réassurance sur notre rôle, c'est-à-dire que la recherche de contenu journalistique fiable reste numéro 1. On est toujours entendu et écouté, ce qui est très important, que ce soit via le magazine papier, via le site internet. Et surtout, on a un vrai rôle en tant qu'influenceuse, c'est-à-dire qu'on a un rôle à donner lorsqu'on a envie de parler d'un produit, parce qu'on est convaincu qu'il est plus green et qu'en plus il répond à ses promesses en termes cosmétiques. On peut en parler, on peut le préconiser et on va être écouté. Après, les femmes vont piocher des informations à droite et à gauche, elles se font leur propre opinion, mais on fait partie justement des médias qui vont les aider à faire leur choix en pleine conscience. Et Julie, sur Styly, j'avais envie de te faire intervenir parce que alors toi, c'est assez cash, la beauté justement, et toi tu fais beaucoup de papiers sur justement le greenwashing. C'est pas notre cœur édito de faire de l'anti-washing, mais sur le ton, c'est vrai que quand le magazine est sorti en 2013, il y a beaucoup de gens qui ont mis en avant cette liberté de ton qu'on avait l'air de prendre, parce que ça avait l'air d'être assez nouveau, et qui nous ont dit qu'on risquait d'être très clivant. Mais nous, c'est vrai qu'au journal, on a toujours défendu le fait que parler à tout le monde, être très consensuel, parler à tout le monde, c'était parler à personne. Et que c'est exactement ce que tu disais au début de la présentation, que s'impliquer, en fait, avoir des convictions, les défendre, s'engager, c'est ce qui permet d'engager les gens avec soi. Et en fait, on est quand même distribué à 400 000 exemplaires par semaine à des gens qui prennent les transports en commun. Donc, c'est que finalement, cette liberté de ton, elle n'est pas si clivante que ça. Et défendre ses opinions, c'est pas si clivant non plus. Après, il y a des gens qui, heureusement pour nous, la majorité des gens à qui on est distribué sont vraiment avec nous, mais il y a aussi des gens qui, effectivement, du coup, n'adhèrent pas du tout aux propos qu'on défend dans le journal, aux idées, en tout cas, qu'on défend dans le journal, puisque quand on l'a lancé, c'est vrai que c'était pas... Nous, notre ligne éditoriale, elle s'est construite autour justement de tous ces thèmes d'inclusivité, de diversité, de questionnement du genre, de décryptage de l'époque. C'était
c'est aujourd'hui, ça paraît évident parce que c'est des thèmes qui sont vraiment devenus très mainstream, mais à l'époque, c'est vrai, un vrai parti pris éditorial en tout cas. Et, et pour en revenir à l'anti-washing, nous, voilà, on a une responsabilité, justement. Cette liberté de ton, elle n'est permise que, et là je parle pas uniquement de ma rubrique, hein, je parle vraiment de l'ensemble du journal, que parce qu'il y a une très très grande exigence d'enquête, parce que s'il n'y a pas un fond très solide, il reste qu'une forme un peu gênante du coup, s'il n'y a pas de vraies infos très solides derrière. Donc on fait un vrai travail de décryptage, de prospection, ce qui veut dire qu'on questionne, voilà, on fait du décryptage d'époque, on questionne l'époque dans laquelle on vit, que ce soit politiquement, culturellement, évidemment. Et nous, à La Beauté, on a aussi une sorte de responsabilité. Il y a beaucoup de washing en ce moment sur tous ces thèmes, c'est-à-dire que tout le monde manie, c'est la grande dichotomie justement de l'époque qui veut ça, mais tout le monde manie des concepts un peu à tort et à travers, sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Ça donne beaucoup de désinformation, malheureusement. Et donc, du coup, voilà, nous, on s'astreint à faire régulièrement des papiers qui essayent de remettre les choses un peu à plat. Donc, on travaille pour ça avec beaucoup d'intervenants étrangers, puisque beaucoup de choses partent des États-Unis, beaucoup de choses partent de la culture anglo-saxonne. Et on travaille avec toutes sortes d'intervenants, on travaille avec beaucoup de scientifiques, avec beaucoup de gens de la tech, avec beaucoup de psychanalystes, avec beaucoup de chercheurs d'université. Et effectivement, ça donne des papiers où on interroge vraiment la mise en accusation de la pétrochimie. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas là pour porter un jugement, mais on est juste là pour essayer de remettre un peu les choses à plat et de rendre une lecture de l'époque moins hystérique et plus simple. Sur toutes les questions de clean beauty, justement, qui est un terme qui n'est donc pas labellisé. Donc, quand les gens disent qu'ils achètent de la clean beauty, c'est super, mais en gros, qu'est-ce qu'ils achètent? Je pense qu'eux-mêmes ne le savent pas. Sur certains actifs qui sont vraiment décriés et qui, après, enclenchent d'autres problèmes. C'est-à-dire que sous l'hystérisation sociétale, on va supprimer certains actifs comme des parabènes qui seront remplacés par d'autres choses qui seront plus irritantes. Enfin bon, nous, on essaie juste de remettre un peu les choses au calme. On n'est pas là pour donner de leçons à personne. Et en plus, je suis pas vraiment la meilleure pour faire des discours autoperformatifs. Donc, pardon, c'est un peu fouillis, mais voilà, on essaie juste de décrypter l'époque dans laquelle on vit et d'apporter des clés intellectuelles pour permettre aux gens de s'y retrouver. Donc, je sais Je pas trouve qu'il y si a un côté. vraiment ça rejoint cette histoire de liberté de ton très cash, mais en tout cas, la façon dont on le dit après, on s'adresse à une cible qui nous ressemble. C'est ça la grande force du journal, c'est sa grande force, c'est sa force de distribution. Le fait d'être distribué dans la rue et d'être donné. Bon, bah, en période de pandémie, vous allez me dire que c'est un peu compliqué, mais quand tout va bien, le fait d'être donné vraiment à sa cible en direct, ça fait qu'effectivement, on peut lui parler de façon très directe et donc d'avoir une force de prescription plus grande. C'est peut-être ça, D'ailleurs, cette liberté de ton qu'on a. Ça passe par l'activisme ou le militantisme. Quand on voit à l'écran cette cover ou cet article sur la pétrochimie, oui, il y a le point d'exclamation. Donc il y a un côté quand même militant dans les articles. On fait une entrée quand même, voilà, sous le prisme quand même de l'engagement ou de l'interpellation en tous les cas. Ça suscite des questions. Est-ce qu'il y a des relais justement sur le digital? C'est compliqué de prendre de la place sur du papier et de prendre de la place dans la vie des gens si c'est pas pour leur parler de quelque chose. Donc en fait, je vois pas comment un journal peut ne pas être impliqué dans ce qu'il écrit. C'est vraiment, enfin, faut faire autre chose dans ce cas-là. Comment tes communautés digitales, justement, est-ce qu'elles réagissent par rapport à ces articles? Est-ce que vous... Alors nous, on a... bon, les choses ont changé, mais quand on a lancé le magazine, il était question qu'on lance un site internet. On s'était dit à l'époque qu'on amenait un magazine différent et que donc on n'avait pas envie d'arriver avec un package classique, stylist, stylist.fr, etc. Donc on a lancé une newsletter et on a beaucoup investi les réseaux sociaux. Et c'est pas, on a un taux d'engagement qui est très fort, donc c'est pas ma partie, donc moi j'ai pas les chiffres là-dessus, mais on a un taux d'engagement qui est très bon sur les réseaux sociaux parce que je pense que effectivement cette
façon qu'on a de s'adresser à notre cible est beaucoup plus catchy, on va dire. Et donc, les gens sont beaucoup plus amenés à interagir, répondre, se sentir concernés. Parce que c'est exactement ce que tu disais au début de l'émission, en fait. C'est-à-dire que à partir du moment où toi, tu es engagé dans quelque chose, la personne qui va être en face de toi et à laquelle tu vas t'adresser va forcément soit être vraiment d'accord avec toi, soit être pas du tout d'accord avec toi. Mais en tout cas, tu seras pas consensuel et ça ne déclenchera pas de réaction tiède. Ce qu'on se disait en discutant ensemble, il y a une espèce de moment de vérité en 2021 qui arrive dans l'univers de la beauté. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes des marques avec une vision très forte, des marqueurs très engagés. Et finalement, à un moment, c'est toute cette révolution de cette nouvelle aussi beauté citoyenne. Hein. On n'a pas parlé du Made in France, mais ça, c'est aussi un sujet important. Et nous, on dit aujourd'hui, pour nos marques, on passe finalement du pouvoir d'achat au savoir d'achat, au vouloir d'achat. Et je trouve que vos marques, en fait, sont des formidables vecteurs pour véhiculer justement ce savoir d'achat et ce vouloir d'achat qui sont presque aujourd'hui prioritaires et qui redonnent finalement le sens de ce qu'est finalement cette beauté, santé, bien-être, holistique. On peut rajouter beaucoup de choses derrière aujourd'hui. En tous les cas, moi, ce qui me trouble, c'est qu'il y a des articles qu'on n'aurait probablement pas vus il y a 5 ans, il y a 10 ans, et qui font bouger les lignes, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il fait aussi interroger le modèle économique. En plus, oui, tu as raison de le souligner. Il y a plein de choses. C'est un équilibre extrêmement délicat à trouver entre les exigences journalistiques, les attentes des lectrices et en tous les cas, la beauté mérite d'avoir de la place dans les magazines aujourd'hui parce que c'est un sujet clé. Et Aline? Oui, puis d'autant qu'il y a beaucoup de fake news et il y a beaucoup d'experts qui se prétendent experts mais qui ne le sont pas, notamment sur les réseaux sociaux. Donc je pense qu'il y a un grand désir face à une explosion comme ça de discours, de retrouver un discours expert, fiable, et à travers nos papiers, avec nos interviews de médecins, de scientifiques, même quand on parle de green, mais c'est du green expert, c'est-à-dire qu'on va l'expertiser, on va dire oui, ça c'est valable, oui, ça c'est efficace, ça c'est du vrai green. Et il y a une très forte attente parce que sinon, les femmes sont inondées d'informations des fois, c'est pas de l'information, c'est souvent de la communication, de la publicité. Donc, il y a vraiment ce désir de clarté, de mieux comprendre et pour savoir bien acheter, ça c'est sûr. Puis je dirais également, par rapport au traitement de la beauté, que ce qui a changé aussi, c'est en effet, les traitements, la manière dont on s'adresse aujourd'hui aux femmes qui consomment de la beauté a changé aussi parce que les gens qui prennent la parole là-dessus ne sont pas nécessairement ce qu'on appelait autrefois les rédactrices beauté. C'est-à-dire que, effectivement, des gens de la beauté continuent de faire ça très bien, d'être des spécialistes. Mais à M notamment, on a des gens comme Zineb Drieff, qui est l'une de nos grandes reporters et qui peut faire un papier sur les migrants ou le harcèlement sexuel et qui va faire un papier sur le glow ou sur on parlait des psychologues, sur la révolution afro. Et ça, c'est assez nouveau parce que pendant des années, dans les magazines, où la beauté, d'ailleurs généralement était plutôt l'affaire des magazines féminins, il y avait les journalistes beauté, les rédactrices beauté, et c'était vraiment un précaré. Alors qu'aujourd'hui, les reporters s'en emparent, et du coup c'est un traitement forcément différent, puisque c'est un traitement qui est moins pratique, et qui est plus, qui est le lieu de l'enquête, effectivement. Oui, c'est des vraies investigations. Et ce qui apporte tout à fait un autre éclairage, une autre vision, et ce qui montre bien, ce qu'on dit depuis le départ, c'est que la beauté est un sujet sociétal comme les autres, en fait. Et d'ailleurs, c'est une des catégories les plus résilientes en temps de Covid. On voit que finalement, bien évidemment, elle a été impactée par la crise, mais honnêtement, c'est un secteur aujourd'hui, et notamment, je pense aux soins, il y a une formidable aujourd'hui année en tous les cas pour que la beauté continue en tous les cas sa marche de progrès et pas seulement effectivement d'innovation, avec un impact positif évidemment, puisqu'on sait à quel point aujourd'hui c'est important. En tous les cas, on peut conclure sur le fait que l'authenticité est une forme de nouvelle norme, la proximité aussi, et puis ce terme qui est probablement l'un des plus importants dans la beauté aujourd'hui, qui est l'éducation,
et que vous portez toutes aujourd'hui, puisque on a beaucoup parlé de pédagogie et d'éducation, et je crois que vous êtes les premiers vecteurs, les premiers passeurs de culture en fait de cette éducation de la beauté. Alors un grand merci à toutes celles qui sont avec moi en présentiel dans ce beau studio beauté. Un grand merci aussi à Aline et Julie qui sont en distanciel. Merci à toutes. Merci.